Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion. Et aujourd'hui, je vais parler de la nature polymorphe des entités et de l'aspect leurre derrière les entités. Je m'expliquerai un petit peu plus tard. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que le samedi 23 novembre 2024, donc le samedi qui vient, aura lieu mon webinaire en direct sur le thème de la cryptozoologie et du Black Goo. Donc, c'est un webinaire nouveau avec des informations qui n'ont jamais été données en France. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire et je mettrai le lien pour vous y inscrire juste en dessous de ce podcast. Donc, c'est un webinaire en direct qui est censé durer 4 heures, mais prévoyez 1 heure de plus parce qu'il y a très souvent de nombreuses interventions hyper pertinentes et le sujet est passionnant. Le lendemain, le dimanche 24 novembre 2024, j'organise avec Léna une visite guidée conférence à Paris sur le thème de la chute de l'humain. Quel est le mécanisme qui a provoqué la chute de l'humain? Qu'est-ce qui a provoqué la chute de la Tartaria? Donc, c'est une conférence qui est inédite, visite guidée conférence qui est inédite, où on va décortiquer énormément de symboles et je vais parler aussi des 3 niveaux des symboles et des différents niveaux des publicités, des films et des émissions de télévision. Donc, ça vaut vraiment le coup si le thème vous intéresse parce que c'est un thème inédit. Donc, le lieu de rendez-vous est à 13 heures à la Fontaine Saint-Michel, place Saint-Michel, Paris 6e, métro Saint-Michel ligne 4 ou RER Saint-Michel ligne B ou C. Venez nombreux parce que c'est vraiment quelque chose qui est inédit. Sachez également que le samedi 7 décembre 2024, j'organise une conférence en présentiel à Paris sur le thème des mystères de la Terre. La conférence durera de 12h à 18h et aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Donc, venez nombreux. C'est vraiment une conférence passionnante où j'aborderai des thèmes hyper intéressants comme justement les titans. J'aborderai aussi des thèmes comme la combustion spontanée, la nature même de la Terre, les terres inconnues, et je montrerai comment tous ces thèmes sont complètement connectés. Donc, sans plus attendre, place au podcast. Et aujourd'hui, je vais parler de la manipulation de la réalité par les entités sans âme, mais pas de n'importe quelle manière. Je vais expliquer comment les entités sans âme sont capables de changer de forme, de changer d'apparence et d'accorder leur apparence en fonction des croyances de la personne. C'est le phénomène du polymorphisme. C'est le phénomène des leurres. Et encore une fois, pour bien comprendre ces leurres, il faut comprendre les Amérindiens. Les Amérindiens qui avaient compris l'aspect manipulateur de ces entités et qui en parlaient comme des tricksters. Les tricksters, c'est des êtres qui sont capables de jouer des tours. Simplement, dans le cas des entités, c'est des très mauvais tours, des tours qui vampirisent, qui détruisent, qui rendent malades, qui font disparaître. Donc, et qui parfois tuent littéralement. Donc, on a vraiment affaire à des êtres manipulatrices. Les entités manipulatrices sont des entités qui sont de nature plasmatiques, c'est-à-dire qu'elles sont composées de plasma. Ça, beaucoup de chercheurs commencent à voir que la dimension que l'on appelle les interunivers est composée de plasma.
Et le plasma, c'est en fait le quatrième état de la matière. C'est aussi appelé la matière noire. Et plusieurs chercheurs et scientifiques ont montré que cette dimension des interunivers est habitée par différents types d'entités. Et ces entités sont physiques, absolument physiques comme nous, mais leur physique est différente de la nôtre. Mais ce sont bien des entités physiques, ce sont des entités matérielles qui sont à base de plasma. C'est comme les musulmans appellent les djinns, donc des entités qui sont faites de feu sans fumée. Mais il faut savoir que les Indiens, les Amérindiens du Mexique appellent également ces entités manipulatrices des entités qui sont faites de feu sans fumée. Et le feu sans fumée, selon les scientifiques, c'est le plasma. Donc, dans différents endroits du monde, il y avait cette compréhension chez les anciens de ce monde parallèle. Ce monde parallèle tout à fait physique, peuplé d'entités qui nous manipulent, d'entités qui nous enlèvent, d'entités qui nous utilisent comme du bétail, comme source de nourriture. Et ce sont des entités prédatrices. Et attention, ce sont des entités qui sont physiques. Ces entités sont de différents types. Il y a les entités qui sont très connues et dont j'ai déjà parlé, notamment les entités de type insectoïde, les entités de type gris, les entités de type reptilien. Il y a aussi les êtres des ombres. Ce sont des entités qui font partie des interunivers et qui collaborent pour, en gros, l'asservissement de l'humanité. Ce sont des entités qui sont vampiriques, qui sont manipulatrices. Leur physique fait, et leur technologie surtout, fait que ce sont des entités qui sont capables de changer de forme, de modifier leur apparence. Ce sont des entités qui sont métamorphes ou polymorphes, qui ont plusieurs formes, même si leur forme de base est diverse. Ce sont des entités essentiellement de type insectoïde, de type reptilien. Il y a des entités de type être des ombres et il y a des entités qui sont de nature carrément plasmatique au sens propre du terme, ce qu'on peut appeler des blobs. Et ces entités ont été décrites dès les années 50 par un écrivain néo-zélandais, Trevor James Constable. Et d'ailleurs, il parlait de ces entités comme étant de nature prédatrice. Donc il y a différents types d'entités, il y a différentes hiérarchies d'entités dans ces mondes des interunivers. Et ces entités vont se battre entre elles par moments pour le contrôle du troupeau humain. Les entités vont collaborer. Une fois qu'elles arrivent à un but pour avoir la plus grande part du gâteau, elles vont parfois se battre entre elles, se disputer entre elles, mais globalement, ce sont des entités qui travaillent pour le même agenda. Et cet agenda, c'est vampiriser notre énergie psychique, jouer avec nous un jeu pervers pour prendre notre énergie et aussi pour prendre nos âmes. Donc ce sont des entités qui sont totalement polymorphes, des entités capables de changer de forme. Ce sont des entités qui ont accès à nos pensées, puisqu'elles ont accès par leur technologie à notre subconscient. Donc elles peuvent rentrer dans notre subconscient pour tâter nos croyances et ensuite les utiliser. Et elles peuvent aussi insérer de l'information dans notre subconscient, d'où le phénomène des pensées intrusives. Pensées intrusives, c'est 99% de nos pensées, puisque nos pensées
ne viennent pas de nous. La grande majorité viennent malheureusement d'entités non humaines, d'égrégores, et certaines, le 1%, vient du moi supérieur. Mais ces entités sont capables d'interagir avec nos pensées, de utiliser nos pensées pour modifier leur apparence. Elles sont aussi capables de télécharger dans notre esprit des pensées parasites. Donc, ce sont des entités qui vont utiliser nos croyances pour se manifester. Elles vont parfois apparaître sous leur forme réelle, parfois elles vont manipuler leur forme par leur technologie et de manière très importante en utilisant nos croyances. Par exemple, des écrivains comme John Keel ou Jean Sider, un écrivain français qui a fait un très bon travail sur le côté manipulateur des entités, se sont rendus compte que le phénomène OVNI, donc qui est connecté en partie aux entités non humaines, changeait avec le temps. Donc déjà, pour bien comprendre ça, il faut expliquer ce que sont les OVNI. Beaucoup d'OVNI sont des vaisseaux interdimensionnels utilisés par les entités manipulatrices et d'autres entités pour voyager de dimension en dimension. D'autres sont des machines temporelles utilisées pour le voyage dans le temps par les entités non humaines. D'autres ovnis sont liés au rétro-engineering et sont liés aux complexes militaro-industriels et aux civilisations parallèles. D'autres ovnis sont des formes de vie atmosphériques qui sont de nature plasmatique et qui sont de nature intelligente. Certaines de ces formes de vie sont prédatrices, d'autres sont neutres. Donc, après, d'autres ovnis sont aussi des vortex qui s'ouvrent, des vortex artificiels. C'est des technologies liées aux entités non humaines et liées aux complexes militaro-industriels. Donc, il y a énormément d'ovnis. Certains aussi sont des hologrammes. Donc, il y a énormément d'ovnis de types différents. Mais ce dont on va parler, c'est les ovnis qui sont des machines non humaines, des machines qui sont utilisées pour voyager dans le temps et dans les dimensions. Et ce que des chercheurs comme John Keel et Jean Sider ont montré, c'est que la description des ovnis varie avec le temps. Par exemple, au XVIIIe siècle, les ovnis prenaient la forme d'airships. Dans les années 1920-1930, il y avait des avions mystérieux. À partir des années 50, les ovnis en forme de soucoupe et de cigares volants sont arrivés. Maintenant, c'est les triangles volants. Donc ça, c'est lié au fait que les ovnis sont des machines qui sont composées de matière, on va dire intelligente, de matière liée aux intelligences artificielles, qui sont contrôlées par des entités non humaines et qui sont utilisées pour manipuler le troupeau humain. Et quand les ovnis apparaissent, puisqu'ils peuvent être invisibles, c'est ce que c'est voulu. D'ailleurs, David Jacobs l'a très bien expliqué. Il a expliqué que quand il y avait une apparition d'ovnis, c'était voulu, ce qui est logique, puisque ce sont des véhicules interdimensionnels. Et les entités, quand elles font apparaître l'ovni, vont très souvent donner à l'ovni une apparence en fonction de l'époque. Elles jouent littéralement avec nos croyances. Ces entités peuvent aussi manipuler notre perception et littéralement programmer des phénomènes dans notre réalité. Il y a des ovnis qui sont programmés
dans notre réalité, un petit peu comme dans un jeu vidéo, le créateur peut programmer une voiture dans le jeu vidéo. Certains ovnis sont littéralement programmés, insérés dans notre réalité. C'est ce qu'on peut appeler des insertions dans la réalité. Il y a très souvent des phénomènes de crash vers le rien, comme le disait Joël Ménard. Les crashs de rien, c'est quoi? C'est quand des gens pensent voir un avion s'écraser, alors qu'en fait, rien ne s'écrase. Nous-mêmes, on a eu le témoignage d'une personne qui a vu un avion s'écraser, et quand elle a appelé les secours pour voir s'il y avait un avion qui s'était écrasé, il n'y avait rien. Pourtant, elle a vraiment vu un avion s'écraser. Donc ça s'appelle les crashs de rien. Ça a été décrit par l'ufologue Joël Ménard, et ça, c'est des phénomènes qui sont liés aux entités non humaines. C'est un espèce de jeu pervers des entités sans âme pour justement créer de la peur, créer de la terreur qui va les nourrir. C'est le concept de louche qui a été décrit par Roland Perret. Et toutes ces modifications de forme sont liées aux technologies de ces entités non humaines. Parce que, en fait, les ovnis sont des objets absolument physiques, matériels. Ce sont des objets, ce qu'on peut appeler des véhicules interdimensionnels et des véhicules pour voyager dans le temps et dans les dimensions et dans les timelines. Mais ils sont constitués de matière qui peut être modifiée, qui peut modifier son apparence. Et l'apparence de la matière est modifiée en fonction des croyances de la personne. Et d'ailleurs, dans notre technologie, il y a des matières soi-disant intelligentes qui ont été mises en place et qui peuvent changer d'apparence. Madame X, dans son expérience de voyage dans une timeline, qui avait 30 ans d'avance sur la nôtre, parlait de bâtiments qui changeaient de forme. Et ça s'explique par la matière intelligente. Et là, les entités qui sont derrière les ovnis, les entités sans âme, vont utiliser les croyances de la personne pour donner une apparence aux ovnis. Et ça fait partie du jeu des entités. Ça fait partie de leur système de contrôle. Des chercheurs comme John Keel avaient remarqué ça. Ces entités utilisent nos croyances pour se manifester. Et ça fait vraiment partie de leur technologie. Et c'est un truc, c'est quelque chose qui va vraiment très, très loin. Et ça, c'est quelque chose, du reste, qui commence à être testé par le CMI. Il y a par exemple des chars et des bateaux, et ça c'est tout à fait officiel, qui sont construits pour être quasiment invisibles. Donc tout ce qui vient de toute manière de ces entités rentre ensuite dans le mainstream, non pas pour notre bien, mais pour la manipulation de l'humanité. On a vraiment affaire à des entités qui sont métamorphes. Les entités elles-mêmes, puisque c'est ça qui est c'est ça, voilà, qui est important à comprendre, modifient leur apparence en fonction des croyances de la personne. Donc, les entités, comme je l'ai dit, ont des apparences de type plasmatique. Elles ont aussi, pour certaines, des apparences de type reptilienne, des apparences de type insectoïde, des apparences de type gris. Il y a aussi d'autres types d'entités qui peuvent modifier complètement leur apparence, des types d'entités qu'on ne soupçonne même pas. Il y a des entités de type araignée, de type poulpe dont on a déjà parlé. Il y a des entités, des blobs de nature plasmatique.
Et ces entités vivent dans les interunivers. Et quand on dit interunivers, c'est pas l'interunivers, c'est les interunivers parce qu'il y a plusieurs niveaux dans les interunivers. Même parmi les entités, il y a un système très, très hiérarchisé. Et selon des médiums, le sommet de la hiérarchie des entités est occupé par un type d'entité que personne ne peut soupçonner. Il y a une espèce de blocage quand des médiums essayent de se brancher sur le sommet de la hiérarchie des entités. Et c'est exactement pareil quand des hypnothérapeutes, des télépathes se mettent en état de conscience modifié et qu'ils veulent voir les entités qui tirent les ficelles, ce qu'on peut appeler les gardiens de la matrice, même si c'est au-delà de ça, il y a très souvent des blocages. Donc, les entités ont une forme bien définie. Elles sont de nature physique, mais leur physique est différente. Elles sont de nature plasmatique, en fait. Et pour rester simple, elles sont de nature plasmatique, mais elles peuvent interagir avec nous. Elles peuvent modifier notre, elles peuvent modifier notre ADN. Elles peuvent utiliser notre ADN pour se modifier. D'ailleurs, Robert Temple a montré que l'ADN est connecté au plasma. Donc on voit très très bien que ces entités, que ces entités sont physiques, mais une physique différente. Et elles peuvent prendre une forme physique comme des personnes physiques de cette réalité quand elles se matérialisent dans cette réalité. Donc quand ces entités apparaissent, elles peuvent parfois se montrer sous leur vraie apparence. Par exemple, beaucoup de personnes ont vu des entités de type araignée, de type insectoïde, de type reptilien, de type gris, etc. Énormément de personnes ont vu ces entités. Et ce sont des types d'entités qui sont décrits un petit peu partout dans le monde par des cultures différentes. Par exemple, les gnostiques présentaient les archontes comme ressemblant à des gris ou à des reptiliens, et c'est ce que voient les abductés et les contactés. Mais les entités ont la technologie pour modifier leur apparence. Et elles vont modifier leur apparence en fonction des croyances de la personne qu'elles veulent manipuler. Par exemple, si une personne est dans la religion, elles vont prendre des formes de personnages religieux. Quelqu'un qui est dans la religion catholique peut être manipulé par les entités qui peuvent prendre la forme de Marie ou de Jésus-Christ. Comment elles font? Elles vont chercher l'information par leur technologie dans le subconscient de la personne sur ses croyances, puis elles utilisent ces croyances pour modifier leur apparence. Ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup d'apparitions mariales, par exemple, sont des jeux des entités. Il y a au Lot dans les Hautes-Alpes, il y a Benoît Rancruel qui a été témoin de nombreuses apparitions du Christ et de la Vierge Marie et qui a aussi subi des tortures absolument terribles par des démons. Donc, Benoît Rancruel, c'est évident que ce qu'elle disait, c'était la vérité. D'autant plus que c'était une personne qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, qui était dans un endroit qui reste encore très reculé à notre époque et qui, je crois que c'est au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, peu importe, était encore plus reculé au moment où elle vivait. C'est dans un endroit complètement perdu au sommet d'une montagne. Donc, c'est clair qu'elle disait la vérité. Mais Benoît Rancruel a été très,
très très clairement manipulé par des entités non humaines. Et ces entités non humaines prenaient tantôt la forme, se manifester tantôt sous la forme de Jésus ou de la Vierge Marie, tantôt sous la forme du démon. Mais c'était un jeu de ces entités pour vampiriser littéralement Benoît Trancruel parce qu'elle a connu une souffrance absolument terrible par les attaques démoniaques et aussi générer un système de croyances pour vampiriser l'énergie des gens parce que c'est un site où il y a énormément de visiteurs, un site du reste qui est très sympathique, très beau au milieu des montagnes, mais où il y a énormément de visiteurs. Et ça, c'est voulu pour vampiriser les énergies des masses, pour générer des systèmes de croyances, parce que l'énergie psychique nourrit ces entités non humaines. Et elles ont en fait un scénario à, à Benoît Rancruel. C'est comme une personne que j'ai connue qui a vécu un contact télépathique avec un ovni, avec l'ovni qui s'approchait, ensuite qui éteignait les lumières de la voiture et qui arrêtait le moteur de la voiture et qui ensuite a téléchargé à cette personne un message télépathique, un message connecté au New Age. C'était un message très clairement fait en fonction des croyances de cette personne. Suite à ce contact, la personne a eu énormément de problèmes. Son frère qui était avec elle dans la voiture a développé un cancer. Cette personne qui avait une carrière très prometteuse a plus ou moins tout perdu et tout ça, beaucoup de problèmes de santé et tout ça. Et ça, c'est typique du syndrome du contacté. Et cette personne avait parlé de son expérience à l'ufologue Gildas Bourdet, auquel je voudrais rendre hommage parce qu'il est décédé récemment. Et Gildas Bourdet, c'était un ufologue qui avait énormément de connaissances sur le crash de Roswell. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, comme il n'était pas d'accord avec tout ce que je disais. Mais c'était quelqu'un de très sympathique, quelqu'un, voilà, très ouvert d'esprit. Donc, voilà, c'était vraiment quelqu'un de super et un très bon ufologue, ouvert d'esprit. Donc, je dédie vraiment cette vidéo à Gildas Bourdet. Donc voilà, c'est vraiment pour dire ça, parce que c'était vraiment une personne qu'on peut qualifier de vraiment bien et une personne ouverte d'esprit. Donc, pour revenir, cette personne contactée, des années après son contact, va voir Gildas Bourdet pour lui parler de son contact. Et Gildas Bourdet, qui avait compris beaucoup plus de choses qu'il ne le disait, a dit que ces entités lui ont fait un scénario. Et c'est exactement ça. Les entités font un scénario aux personnes en fonction des croyances de la personne. Par exemple, des personnes qui sont liées au New Age, qui sont dans la croyance du faux sauveur externe, les entités peuvent leur créer des scénarios physiques, puisqu'elles manipulent la réalité, elles sont physiques, ou elles se font passer pour des membres de la Confédération galactique. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de contactés qui ont été leurrés par ça. Ces scénarios sont faits en fonction des croyances des contactés. Les entités modifient leur apparence physique en fonction des croyances des contactés pour justement vampiriser les contactés et et les, les mettre et les manipuler par leur système de croyance. Ces entités peuvent ou non utiliser le contacté pour créer des espèces de mouvements pour vampiriser l'énergie des masses. Et on voit ça avec tout ce qui est lié à la Confédération galactique. C'est basé sur des contactés et des channels qui sont sincères, mais qui sont leurrés par des entités non humaines.
ces entités vont utiliser les croyances de ces channels contactés pour se matérialiser et pour dire à ces channels contactés ce qu'ils veulent entendre. Ensuite, les entités vont se manifester comme le veulent les contactés et les channels. Et elles vont faire ça dans un but de leurrer le channel contacté pour vampiriser son énergie, pour aussi créer des liens, pour ensuite le vampiriser et le détruire. C'est le syndrome du contacté, qui est la destruction financière, la destruction de la santé, la destruction de la famille, et, et ça, un grand nombre de contactés en parlent. Et ça, c'est lié aux entités qui font un scénario pour créer un lien avec le contacté, pour ensuite le vampiriser et lui prendre son énergie. Et beaucoup de personnes qui pensent être en contact avec des êtres de lumière, que ce soit des contacts physiques ou du channeling, sont en réalité en contact avec des entités sans âme, des entités non humaines qui leurrent ces contactés et channels en fonction de leurs croyances et ensuite vampirisent leur énergie et les détruisent à petit feu. Et ça peut aller très loin. Beaucoup de contactés vont mourir jeunes, mourir de cancer, mourir de maladies chroniques, parce que les entités les vampirisent, elles prennent leur énergie. C'est le but de ces entités, et c'est vraiment un jeu pervers, absolument abominable. Et pour mener ce jeu, les entités utilisent les croyances des channels et des contactés. Donc, elles arrivent à utiliser les croyances. Comment elles font ça? Tout simplement parce que toute notre mémoire est stockée déjà dans notre subconscient. Elle est aussi stockée dans le disque dur, si je puis dire, de la matrice qui fonctionne qui fonctionne vraiment comme un espèce de jeu vidéo. Donc elles vont piocher par leur technologie. Donc une petite parenthèse, quand je dis que notre réalité est matrice, euh, les gens pensent que je dis que la réalité est illusoire, et à un niveau, c'est absolument vrai. C'est illusoire dans le sens où notre réalité est holographique, elle est à la fois ondulatoire et corpusculaire, elle est à la fois solide et non solide, elle peut être manipulée, transformée en fonction de nos croyances, et ça fonctionne comme une simulation. Mais à un autre niveau, c'est très réel, puisqu'on fait partie de la simulation. Donc, à un niveau, oui, c'est une illusion, mais à un autre niveau, notre réalité est extrêmement réelle. Quand on est dans cette réalité, si par exemple là, je me prends une tuile sur la tête, j'aurai mal sur la tête, ça sera une douleur réelle, ça sera bien réel parce que je fais partie de cette réalité. Donc, la réalité est illusoire, oui, à un niveau, mais à un autre niveau, non, parce qu'on en fait partie. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Et les entités utilisent nos mémoires, nos croyances qui sont stockées dans notre subconscient et qui sont stockées dans les bases de données de la matrice pour apparaître en fonction de nos croyances à certaines personnes. Parce que pour d'autres, les entités apparaissent sous sous leur propre forme. Par exemple, il y a certains types d'entités qui sont très connues. Les entités de type MIB, Men in Black, euh, l'apparence que ces entités prennent n'est pas leur vraie apparence. Et ça a été confirmé par plusieurs sources. Ce sont des entités d'un autre type, mais qui prennent cette apparence parce que le stéréotype du MIB, du Men in Black, est ancré dans la culture populaire. Donc elles prennent très souvent cette apparence, mais leur apparence est complètement
différentes. Beaucoup d'entités leurrent. Jerry Williams a expliqué que les Bigfoot, par exemple, c'est des entités, que les Bigfoot, c'est des entités non humaines, mais ce sont des entités qui peuvent leurrer. Ce sont des entités qui peuvent leurrer. Donc, il y a des Bigfoot, c'est des humanités parallèles. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et ceux qu'ils cherchent à être laissés tranquilles, et ils sont très intelligents et ils ont un langage. D'autres Bigfoot sont des animaux inconnus, d'autres sont liés à la Terre creuse, mais il y a des Bigfoot qui sont des entités non humaines. Et c'est ce qu'a expliqué Jerry Williams, ce sont des entités prédatrices qui prennent l'apparence de Bigfoot et qui peuvent modifier leur apparence pour prendre une apparence de Bigfoot, de Dogman ou d'autres cryptides. C'est encore un type d'entité à part. C'est pour ça qu'il y a énormément de tabous dans la cryptozoologie, parce que ce caractère manipulateur des entités, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou. Et moi, je le vois qu'on touche à quelque chose qui ne plaît pas forcément. Pourtant, c'est une réalité qu'on a affaire à des entités manipulatrices, on a affaire à des entités qui modifient leur apparence en fonction de nos croyances et qui nous exploitent via le programme du faux sauveur externe. Ces entités continuent à nous manipuler entre deux vies simultanées, parce que le temps n'existe pas, et dans l'entre-deux-vie, elles se font passer pour des proches décédés, elles se font passer pour des êtres de lumière, et elles utilisent nos croyances de la vie précédente, mais aussi des vies antérieures. Pourquoi? Parce qu'elles ont accès aux annales akashiques qui, selon des chercheurs comme Robert Temple, David Icke ou Rijvan Virk, ne sont rien de plus que des bases de données. Et c'est tout à fait ça, puisqu'on est dans une matrice qui fonctionne comme un jeu vidéo. Elles ont accès aux bases de données et elles modifient leur apparence entre deux vies simultanées. Du reste, ce concept est très bien décrit par des hypnothérapeutes comme Stéphanie Nadon notamment, et André Daci, qui avait bien compris ça aussi quand je l'ai interviewé il y a quelques années. Donc ça, c'est vraiment important de parler de ça. Non seulement les entités sont polymorphes, non seulement les entités sont métamorphes, mais en plus, notre réalité est totalement polymorphe. Notre réalité peut être modifiée en permanence. C'est logique puisqu'elle fonctionne comme un jeu vidéo. Donc, je m'explique. Pour comprendre notre réalité, je pense que le meilleur exemple, et je le répète encore, le meilleur exemple, c'est l'arène des Hunger Games. Les Hunger Games, c'est un film où des personnes sont mises dans une arène et il y a une espèce de jeu où les personnes doivent s'entretuer, où il y a des pièges et tout. C'est le concept. Le concept, c'est vraiment ça. C'est vraiment le concept. C'est vraiment un concept clé pour comprendre cette réalité. C'est très bien décrit dans Hunger Games. Donc dans Hunger Games, tout dans l'arène est virtuel. Et pourtant, c'est réel pour les candidats. Par exemple, les candidats peuvent être piqués par des guêpes et être empoisonnés par les guêpes et mourir, mais les guêpes sont tout simplement programmées par des personnes qui programment l'arène. Et les programmateurs de l'arène, ça peut être la hiérarchie basse des entités sans âme, les entités sans âme de bas niveau, parce que l'arène est vraiment tenue par le président Snow et compagnie qui peuvent métaphoriser, qui peuvent être une métaphore, du néologisme des entités de plus haut niveau dans la hiérarchie. Et
les entités de haut niveau dans la hiérarchie, euh, c'est c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas soupçonner. Et c'est très difficile, c'est très très difficile d'y avoir accès, que ce soit pour les médiums ou que ce soit pour les télépathes. Mais en tout cas, le peu que les médiums et télépathes ont pu voir, et c'est vraiment peu, c'est que c'est quelque chose qui dépasse, ça dépasse l'entendement. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais enquêter. Donc, voilà, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, c'est des choses qui dépassent totalement l'entendement. Et ces entités peuvent modifier totalement notre réalité, reprogrammer notre réalité individuelle, mais aussi notre réalité collective. Par exemple, la réalité, la réalité collective est reprogrammée constamment. C'est ce qu'on peut appeler l'effet Mandela. Et comme la réalité et les timelines sont constamment reprogrammées, on a vu ça avec la Tartaria, mais même cette timeline synthétique qui est notre réalité à l'heure actuelle, elle est en permanence reprogrammée. Et à titre personnel, je suis persuadé que tous les jours, l'histoire collective de la timeline change puisque c'est quelque chose qui est reprogrammé. Même notre réalité quotidienne change. Et on peut le voir avec des petites choses. Par exemple, de plus en plus de personnes signalent qu'ils mettent leur clé par exemple à un endroit donné et ils ne retrouvent absolument pas leur clé. Et plusieurs jours après, ils retrouvent leur clé complètement dans un endroit où ils n'ont jamais été. Ça peut être sous un matelas, ça peut même être dans le jardin, ça peut être même dans leur voiture alors qu'ils ils ne trouvaient pas leur clé avant de prendre la voiture. Et tout ça peut être à des endroits très différents. Et ça, c'est des légères reprogrammations de la réalité individuelle. Par exemple, je me rappelle, il y a un grand nombre d'années, avec ma mère, on était allé à à une cérémonie hindoue, à ce qu'on peut appeler un puja, une cérémonie de purification. Donc, maintenant, je me serais plus posé de questions, mais à l'époque, voilà, ça m'a aidé sur le moment. Donc, on était allé à ce puja et ma mère avait fait part de son scepticisme. Et celui qui faisait le puja a dit c'est votre droit, madame, parce il annonçait je sais plus quoi. Donc ma mère a fait part de son scepticisme. Très bien. Ma mère avait une paire de lunettes. Et après le puja, elle a remis les lunettes dans son sac. Et ça, elle les mettait toujours dans son sac parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup lire et tout. Donc, on arrive à la maison et là, elle regarde dans son sac, pas de lunettes. Je regarde dans le sac, il n'y a pas de lunettes. Je regarde absolument partout, pas de lunettes. Donc, on se dit, mais c'est vraiment étrange. On a dû oublier les lunettes au puja. Donc, on appelle la dame qui organisait le puja et la dame dit non, non, il n'y a pas eu de lunettes qui ont été oubliées. On regarde à nouveau dans le sac, rien. Donc, voilà, ma mère était assez dégoûtée d'avoir perdu ses lunettes. Et donc, elle se couche et le lendemain, elle prend rendez-vous pour une nouvelle paire de lunettes. Et tout ça, juste après qu'elle ait pris rendez-vous, elle va chercher son sac et dans le sac, les lunettes sont là. Et ça,
Et ça, ça, c'est un truc de fou. Donc, deux hypothèses où la personne qui faisait le puja a fait une espèce de magie blanche, parce que c'était pas vraiment négatif pour montrer à ma mère que c'était réel ce qu'il disait. Bon, après, on peut remettre ça en question, ou bien, et c'est plus probable, quand il y a des cérémonies comme ça et tout, beaucoup de personnes qui font ces cérémonies sont prises, interférées, sans le savoir, par des entités. Et ça peut être un jeu pervers de la part des entités pour faire tourner en bourrique. Ça, c'est typique du jeu des entités. Elles font tourner en bourrique. Parfois, ça ne va pas plus loin, mais très souvent, ça va beaucoup plus loin. Là, heureusement, c'est pas aller plus loin. C'est pour ça que je me pose les questions. Mais les entités font tourner en bourrique. C'est le jeu. Pourquoi? Parce qu'elles se moquent de nous. Elles nous considèrent comme du bétail, comme de la ressource. Et elles se moquent de nous. Et des petits phénomènes comme ça montre qu'il y a une reprogrammation de la réalité. Parfois aussi, cette réalité polymorphe, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Un jour, il y avait une dame dans une ville du sud de la France qui était avec des amis et qui voulait leur montrer un nouveau bâtiment qu'elle avait vu la veille et qu'elle ne connaissait pas. Le nouveau bâtiment, c'était un hôtel relativement beau et relativement moderne. Donc, elle va montrer ça à un couple de ses amis et ils arrivent dans la rue où il y a l'hôtel et là, la dame est complètement surprise de voir que, en lieu et place de l'hôtel, il y a une maison en très mauvais état qui tombe en ruine. Donc, le couple d'amis de cette dame se moque d'elle. La dame ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, elle était absolument persuadée d'avoir vu un hôtel flambant neuf. Donc ça, c'est très très intéressant. Et la dame était bien persuadée de l'avoir vu. Et ça pourrait prêter à sourire si de nombreuses personnes n'avaient pas eu des expériences comme ça, où elles passaient dans des rues et elles pensaient voir un bâtiment neuf alors qu'en fait il n'y avait qu'un vieux bâtiment délabré, ou alors que la veille elles voient un bâtiment délabré, le lendemain un bâtiment flambant neuf. Il y a beaucoup de cas comme ça dans certaines villes, notamment dans une ville en Angleterre, dans la ville de Liverpool. Il y a pas mal de cas qui ont été rapportés dans cette ville. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça montre bien que la réalité est polymorphe, que la réalité change constamment. Ça fait partie du jeu des entités sans âme. Et parfois, elles vont changer la réalité d'une personne individuellement et la réalité collective ne change pas. Mais la personne va voir une réalité différente. Parfois, elle change la réalité collective et après, elle la rechange. Et elles vont reprogrammer le subconscient des gens pour qu'ils ne se rappellent pas du changement de réalité, mais les entités vont garder le subconscient d'une personne non reprogrammée pour que la personne se rappelle de l'ancienne réalité. Et ça fait partie du jeu pervers des entités sans âme pour générer la controverse, pour diviser, pour régner. Et c'est ce qui explique l'effet Mandela. C'est lié aux technologies des entités sans âme et c'est renforcé par certaines technologies comme le CERN. Mais l'effet Mandela, ça prouve que notre réalité est totalement polymorphe, que c'est une réalité qui peut être modifiée à tout moment par les entités non humaines. De même, Guy Tarade avait parlé en 1970
qu'il y avait 5 millions d'Américains qui avaient disparu. En fait, les 5 millions d'Américains qui avaient disparu, c'est que la population était inférieure de 5 millions à ce qu'elle devait être en 1970. Donc, je me suis longtemps posé la question, et certaines de ces disparitions mystérieuses sont très clairement liées à des abductions, où des personnes sont enlevées par des entités non humaines. Mais d'autres disparitions mystérieuses sont liées à des effacements, où des personnes sont effacées et leur souvenir est totalement effacé de cette réalité. Et ça, c'est vraiment glaçant. Le concept est montré dans la série Fringe, mais c'est un concept qui existe absolument. Ça, et ça, je vais donner un exemple très précis. Un jour, il y a un monsieur qui avait un monsieur qui avait grandi, un jeune qui avait passé toute son enfance avec sa grande sœur, avec qui il était très proche. Puis, puis ensuite, euh, puis ensuite est arrivé le petit frère. Donc, il se rappelle très bien être très proche de sa grande sœur, très proche aussi de son petit frère. Il se rappelle des jeux qu'ils avaient menés, qu'ils avaient fait ensemble et tout. Voilà, il se rappelle que la famille était très unie. Comme tout le monde, il a des souvenirs de sa sœur, des souvenirs de son petit frère, des souvenirs de ses parents. Euh, au bout d'un certain temps, le jeune homme, déjà la grande sœur du jeune homme part à l'université. Puis ensuite, elle se marie. Donc, elle fonde une famille et tout. Ensuite, le jeune homme part à l'université. Et ensuite, le petit frère part à l'université. Donc, toute la famille part de son côté, mais tous les Noëls, la famille se retrouvait chez les parents. Et c'était comme ça pendant des années. Et un Noël, le jeune garçon, le jeune garçon reçoit un appel de son petit frère qui lui dit on se retrouve tous chez les parents telle date. Donc le garçon appelle sa grande sœur, la grande sœur est d'accord. Donc arrivées les vacances de Noël ou la période de Noël, la grande sœur et sa famille, le, le jeune homme et soi-disant le petit frère se rendent chez les parents. Donc vous allez comprendre pourquoi. Le jeune homme arrive chez ses parents. Là, il voit ses parents, il voit sa sœur et la famille de sa sœur, donc il est vraiment content. Ils se mettent à discuter, ils se mettent à parler et ils sont vraiment très contents. Ils échangent et tout. Et puis le jeune homme dit et quand est-ce que Jean, on va l'appeler Jean, quand est-ce que Jean va arriver? Et les parents et la sœur le regardent. Jean, qui est Jean? Et le garçon dit ben Jean, le petit dernier de la famille, le bébé de la famille, comme il l'appelait. Et les parents disent mais il n'y a jamais eu de Jean ici. La sœur dit il n'y a jamais eu de Jean, tu dois être surmené. Donc le garçon commence vraiment à presque s'énerver, mais si Jean, voyons, vous le connaissez, arrêtez de me faire une blague, il n'y a jamais eu de Jean ici. Et là, les parents lui montrent des photos d'enfance, et il y a des photos de lui et de sa sœur, mais pas du petit frère Jean. Donc c'est un truc de fou. Et Jean n'existait absolument pas, ni pour les parents, ni pour la sœur. Plus tard, il a parlé à d'autres membres de la famille. Jean n'existait pour personne, sauf pour lui. Donc c'est un cas typique d'effacement de la réalité. Parfois, la réalité peut être complètement transformée, peut être complètement modifiée. Un jour, un jeune d'une douzaine d'années
était dans le jardin avec son cousin. Ils étaient en train de grimper à un arbre et le drame arrive. Le cousin tombe de l'arbre. Il est dans le coma pendant plusieurs jours et au bout d'un certain temps, il se réveille. Mais c'est une catastrophe. Il est tétraplégique. Donc, à partir de là, l'enfance du garçon est complètement et devient beaucoup plus triste. Pourquoi? Parce que son cousin, c'était aussi son meilleur ami et son camarade de jeu. Donc, le garçon est extrêmement triste et puis il allait voir son cousin de temps en temps, son oncle et la tante pour les soutenir. Et puis un jour, et là c'est la même routine pendant 5 ou 6 ans. Et ça avait vraiment rendu la famille très triste. Il y avait aussi des problèmes ensuite d'entente entre les parents du garçon et les parents du cousin et l'oncle et la tante à cause de cet accident, justement, pour diverses raisons. Mais enfin, voilà, ça tenait, mais il y avait des tensions à cause de ça. Donc 5 ou 6 ans passent et c'est toujours la même routine. Ils vont voir le cousin qui est tétraplégique dans un terrible état. Et un jour, au bout de 6 ans, un samedi, ils vont voir le cousin. Et là, le garçon a la surprise de voir le cousin en train de marcher comme si de rien n'était, et puis de commencer à dire au garçon, est-ce que tu veux qu'on aille se boire un verre et est-ce qu'on aille se boire un verre et tout ça. Et le garçon il dit mais cousin, mais tu es complètement guéri. Le cousin le regarde et lui dit, guéri de quoi? Mais tu étais dans un fauteuil roulant. Et le cousin dit, jamais été dans un fauteuil roulant. Mais si, suite à ta chute de l'arbre. Et le cousin dit, mais quelle chute de l'arbre? Je suis jamais tombé d'un arbre. Et là, c'est pareil. On a une réalité qui change. Pour une fois, c'est pour le bien. Mais ça montre le caractère vraiment polymorphe de la réalité. Et les entités jouent aussi avec les timelines. Donc, elles leurrent carrément au niveau de la réalité. Et ça explique les synchronicités artificielles, ça explique les matérialisations d'objets et tout ça. C'est lié à des reprogrammations de la réalité. Par exemple, en médiumnité, il y a le phénomène des ectoplasmes. Certains ectoplasmes sont des tulpas, mais d'autres ectoplasmes sont des reprogrammations de la réalité, particulièrement si le médium est connecté à des entités non humaines. Et cette nature polymorphe de la réalité, elle se voit aussi dans les pensées, puisque la plupart de nos pensées ne sont pas les nôtres. Et là encore, les entités sans âme utilisent nos croyances, utilisent nos expériences pour imiter nos pensées. Et ça explique le phénomène des pensées intrusives. Elles utilisent nos croyances, elles utilisent nos expériences pour imiter nos pensées. Et c'est tout le phénomène des pensées intrusives. Certaines des pensées intrusives peuvent être désagréables pour bloquer, pour empêcher une personne d'avancer, pour que la personne soit totalement bloquée, pour aussi provoquer des conflits, des disputes et nourrir les entités sans âme, ou bien les pensées intrusives peuvent paraître agréables, mais elles sont là pour mener la personne dans une voie de garage, ou bien alors les entités sans âme peuvent court-circuiter l'inspiration et utiliser les pensées et les capacités d'un artiste pour lui inspirer une œuvre qu'il penserait être la sienne, mais qui sera en fait dictée en grande partie par les entités sans âme. Et beaucoup de programmations prédictives viennent de ces entités non humaines. C'est quelque chose qui est au-delà de simples sociétés secrètes et tout ça. La programmation prédictive, il y a la connexion avec les sociétés secrètes qui connaissent en partie le plan des entités non humaines, mais ça vient aussi de l'interférence des entités non humaines avec nos pensées. Van Gogh, par exemple,
C'était un peintre remarquable qui percevait l'invisible, qui percevait l'infiniment petit. Malheureusement, il a été interféré par des entités et, et, les, et les entités utilisaient à la fin de sa vie son talent qui était magnifique et énorme et lui inspirait certaines toiles. Et ces entités ont fini par prendre le contrôle de l'esprit de Van Gogh et de le, et de le rendre totalement fou, ce qui a conduit à son assassinat, parce que Van Gogh ne s'est pas suicidé, mais a été assassiné. Et ça, c'est expliqué par un historien spécialiste de Van Gogh, Francesco Platerotti, donc un spécialiste italien de Van Gogh. Donc, on voit très bien que les entités sont même polymorphes dans le sens où elles sont capables d'imiter nos pensées. Elles peuvent même devenir une pensée puisqu'elles peuvent s'inclure dans la réalité. Du reste, quand on dit que les entités sont polymorphes, quand elles sont métamorphes, elles peuvent changer leur apparence, elles peuvent aussi changer leur vibration, se changer de, changer de dimension, mais elles peuvent aussi carrément s'inclure dans la réalité, devenir la réalité. Par leur technologie, elles peuvent télécharger leur conscience synthétique dans la réalité ou directement dans notre esprit, ce qui explique les interférences, ce qui explique aussi certains cas de possession. Donc ça aussi, c'est lié au côté métamorphe des entités qui peuvent se manifester au niveau physique, au niveau astral et éthérique, notamment entre deux vies simultanées, mais aussi au niveau psychique, au niveau mental, par les pensées intrusives. Donc le but de toutes ces manipulations de ces entités, c'est pour vampiriser notre énergie, c'est pour générer du chaos, pour générer des disputes, notamment via les pensées intrusives, pour générer de la tristesse, de la peur, notamment lors de la manipulation de la réalité. Surtout si la personne garde des souvenirs de l'ancienne timeline, c'est aussi pour générer des systèmes de croyances parce qu'elles se nourrissent de croyances et de dévotion. Et puis, il y a l'aspect jeu pervers. Elle joue littéralement avec nous. Elle joue avec nous un jeu. Et ce jeu, c'est un jeu vampirique. Et c'est ce jeu que les Amérindiens avaient compris en parlant du phénomène de tricksters. Et c'est vraiment un jeu pervers, un jeu vampirique. En fait, dans beaucoup de cas, les entités sans âme n'ont pas de but si ce n'est prendre notre énergie physique et psychique et jouer avec nous un jeu pervers. Et ce jeu pervers n'est pas pour notre bien, c'est un jeu qui est pour le bien des entités. C'est un jeu qui est lié au système de contrôle et au vampirisme psychique. C'est pour cela que c'est très important, contrairement à ce que disent le New Age, de prendre conscience de ces entités, parce que les entités attaquent par le subconscient. Donc ce n'est qu'en prenant conscience de ces entités que l'on peut dire non, que l'on peut déconsentir aux entités. Et ça, c'est extrêmement important. Simplement, à l'heure actuelle, la doctrine du New Age, c'est de dire que si l'on prend conscience de ces entités, on les nourrit. Non, c'est en prenant conscience de ces entités qu'on dit non à ces entités. C'est très très clair, parce que ces entités attaquent par le subconscient, elles utilisent notre ignorance pour attaquer. Donc c'est très important d'avoir l'information pour prendre conscience de ces entités. Et ça, je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment capital. Ensuite, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour vibrer au-delà des entités sans âme, pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme.
Parce que par notre connexion divine, on peut élever notre vibration à l'infini, ce que les entités sans âme ne peuvent pas faire. Et donc, en se créant notre propre bonheur dans le quotidien, on peut créer un canevas de réalité incompatible avec la réalité voulue par les entités sans âme, ou moins compatible avec la réalité voulue par les entités sans âme, parce qu'elles ne peuvent pas vibrer au-delà d'un certain seuil. C'est pour cela que tout est fait pour nous tirer vers le bas. Ensuite, et c'est très important, c'est transmettre ce bonheur, cette joie que l'on se crée dans le quotidien à un maximum de personnes pour que, individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité humaine incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Et il faut être très très clair que se créer son propre bonheur dans le quotidien, c'est vraiment par des choses simples. Ça peut être tout simplement en faisant une promenade dans la nature, ça peut être en lisant un livre, ça peut être même en buvant un verre ou un café avec un ami, ça peut être tout simplement en faisant des choses simples, des choses qui nous plaisent. Il y a beaucoup de personnes dans le New Age qui proposent des stages à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros pour trouver le bonheur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le bonheur, on le trouve à l'intérieur de nous. Il y a autant de façons de se trouver le bonheur qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Et c'est vraiment capital de se créer son propre bonheur et de transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'on crée une réalité humaine qui vibre au-delà des entités sans âme. Et ça passe par le discernement. Le discernement pour pouvoir distinguer ce qui est extérieur à nous, les pensées intrusives, et ce qui vient de nous, les pensées qui viennent du moi supérieur. D'où l'importance de l'adage sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Simplement, les dieux, ce ne sont pas les gentils, ce sont les entités sans âme. Donc c'est vraiment la chose, c'est de se connaître soi-même pour pouvoir connaître et donc discerner ce qui vient de nous et ce qui vient des entités sans âme. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir l'information à propos des entités sans âme pour les connaître, pour pouvoir transcender leur système de contrôle par la joie, le bonheur et l'amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Au revoir et vraiment merci à vous tous.